Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et nous allons regarder ensemble le livre d'armée pour les Blades of Corn qui sort cette semaine, quoi. Précommande ce samedi. Premier point, déjà nous allons féliciter le travail fait par Games Workshop car pour une fois ce n'est pas un copier-coller tout simplement de l'index, il y a une refonte en profondeur des livres, pour en avoir des règles de l'armée sur la structure. Cependant, vous allez voir que les War Scrolls n'ont globalement pas trop changé. On aurait pu aimer avoir un travail un petit peu plus important à ce niveau-là. Mais en tout cas, nous allons perdre l'identité de Korn plus contrôle via une identité un peu plus basée sur la capacité de combat. Je ne sais pas si cela va être agréable à jouer ou pas. J'ai le sentiment qu'on se rapproche un peu de ce qu'est les ADN de Daughter of Cain avec de la superposition de règles. Et quand vous n'avez pas cette superposition, l'armée, je ne sais pas si elle sera aussi efficace que ça. Ce sont des points d'interrogation que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas pu faire de test avec. Petit bémol aussi, nous allons perdre en tant que joueur Blade of Corn pas mal d'unités, tous les aspirants. Donc ils dégagent. Vous perdez le héros démon sur Canasson qui dégage, le héros sur Poney qui dégage aussi. Donc pas mal d'unités qui sortent de l'index, c'est dommage, on aurait pu peut-être conserver ces variantes-là. Je ne sais pas si tout ça va sur Battle ou pas, en tout cas c'est dommage de perdre dans des armées qui n'ont pas non plus énormément de War Scroll. Et ben on est parti, direction les règles. Alors, Blade of Corn, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Donc vous perdez tout ce que vous aviez avant, c'est tout nouveau. Vous allez conserver le système de... Comment il s'appelle? De d'hymne de sang, de points de sang, de Blood Tide en anglais. Ce système-là, vous allez voir, a été complètement réécrit et donc va fonctionner d'une manière différente d'avant. Donc pour commencer, nous allons avoir la première règle qui est The Blood Drench. Donc cette règle-là, il faut bien la garder en tête parce qu'en fait, elle va pouvoir s'appliquer sous plusieurs formes dans le livre, d'accord? Donc c'est très simple, c'est une règle qui s'active once par battle any hero phase, donc à n'importe quelle phase de héros, une fois par bataille. Elle se déclenche sous la condition suivante, il faut que vous ayez au moins la moitié des unités de départ de votre armée qui soient mortes, identiques à celles de votre adversaire. On vous prend un exemple, on vous dit si vous avez 9 unités dans votre armée et que votre adversaire en a 4, il faudra qu'il y en ait 7 de détruits. Donc c'est bien supérieur ou égal. Donc vous pouvez déclencher cet effet. Cette règle-là va avoir un bonus très important parce qu'elle est difficile à mettre en place, hein, vous comprenez. On précise bien aussi que c'est armée de départ. Donc pour les armées qui peuvent avoir de la repop, ces modèles-là ne comptent pas dans le compte des unités détruites. J'en vous le dis aussi tout de suite, Blade of Corn n'a plus aucun moyen de ranimer à la vie des unités. Je suppose que ça va être quelque chose qui va être dupliqué par surtout les démons. Donc j'imagine qu'il n'y a plus de raise en Tzeentch, ni en Slanesh, ni en Nurgle. Ça a l'air d'être une volonté de l'éditeur. Plus rien. Donc, vous avez compris, dès que vous avez perdu la moitié de vos unités et votre adversaire a perdu la moitié de ses unités, vous allez pouvoir activer ce bonus. Ce bonus vous dit que vous ignorez tous les modificateurs positifs pour vos jets de sauvegarde. Donc là, vous dites, ok, super, c'est un malus, je ne peux plus utiliser de défense en règle. En effet. Cependant, ça va être compensé par d'autres gros bonus, qui est que vos unités Bloodbound, donc Bloodbound, ce sont toutes les unités mortelles, vont passer en crit mortel. Alors, globalement, ce sont principalement par les héros des unités qui sont en dégâts 1. Il y a une unité qui est en dégâts 2. Mais voilà, c'est une létalité beaucoup plus importante. Cependant, vous avez compris, il vous reste globalement beaucoup moins de choses sur le champ de bataille. À voir sur la construction de liste, si on va préférer finalement faire des gros blocs d'unités pour avoir le moins d'unités possible, et donc quand vous passez à la moitié de votre armée, finalement vous avez perdu que 2 grosses phalanges, ou plutôt un MSU, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir réfléchir à cette chose-là. Cependant, vu que c'est aussi la moitié de l'unité, des unités ennemies, il est peut-être un peu plus délicat de réfléchir à comment on va en penser les adversaires.
Ensuite, vous avez aussi la règle suivante qui s'applique, qui vous donne 1 de pénétration d'armure pour les armes Bloody Hungry, Blade of Corn non monstre démon, d'accord? Et ça inclut aussi les Blood Hungry compagnons. Donc vous allez voir, alors là, ceci n'est pas représentatif parce que je vais utiliser l'index fourni par Games Workshop que j'ai mis à jour. Cependant, mon PC ayant quelques difficultés et le logiciel que j'utilise pour modifier PDF aussi, vous n'aurez pas accès à ces mots-clés. Mais partez du principe que toutes les armes du jeu ont accès à ce mot-clé, sauf exception, il y a celle de Scarbrand qui en a qu'une sur les deux. Donc vous regarderez bien les mots-clés associés aux armes. S'il y a écrit Blood Hungry, vous savez que vous avez 1 de pénétration supplémentaire pour les unités Blade of Corn non monstre démon. Donc principalement c'est toute l'armée. Et donc vous me dites oui, mais pour les buveurs, donc ceux qui sont Blade of Corn monstre, vous avez plus 1 dégât. Donc partez du principe que quand ce battle trait s'applique, cette règle-là, vous allez avoir donc crit mortel sur tous les humains, sur le reste de l'armée en plus 1 de pénétration, et du coup sur les monstres, donc Scarbrand et les buveurs, vous n'avez pas crit mortel ni plus 1 de reine, vous avez seulement plus 1 dégât, ce qui est quand même assez sympathique, on va pas se mentir. Donc ça, cette règle-là, il faut bien la garder en tête parce qu'en fait, on va pouvoir trouver des échos de ces dernières dans d'autres règles. Vous avez aussi la règle Blood for the Blood God qui vous dit que vous gagnez 1 point de Blood Tide chaque fois qu'une unité alliée ou ennemie est détruite. Et donc ces points que vous allez générer, vous allez pouvoir les dépenser pour débloquer les capacités du schéma qu'on avait déjà vu sur Warhammer Community. Et donc on vous dit que vous allez pouvoir dépenser ces points pour débloquer ces capacités. Attention, il est très important d'être vigilant sur ça, c'est un once par battle round. Donc vous allez pouvoir débloquer sur le tableau suivant que 5 de ces capacités. Vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est donc impossible d'avoir les 8. Vous pouvez les débloquer à chaque fois, c'est une fois par battle round au début de n'importe quel tour de joueur. Je vous dis ça, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, vous avez compris, quand vous perdez la moitié de votre armée et votre adversaire aussi, vous pouvez déclencher l'effet qui vous donne de la pénétration sur toute l'armée, des blessures mortelles sur les humains et sur les monstres, plus 1 dégât. Maintenant, nous avons donc, comme je vous disais, ce nouveau système de Blood Point qui va donc se déclencher en début de phase, en début de battle round, en battle round, en phase de héros, et un seul par battle round. La toute première, Murder Lost, vous voyez en haut, elle coûte 0. Et il y a bien écrit, you need to unlock this ability to use it. Ok? Donc ce qui veut dire qu'à votre premier tour de jeu, quand vous allez commencer la partie, vous êtes avec votre adversaire, vous serrez la main et vous dites ok super, que le meilleur gagne, bonne chance, que les dés soient avec toi, et que vous allez pouvoir du coup utiliser vos capacités de début de tour, vous allez en tant que joueur Blade of Corn utiliser la première qui vous coûte 0, qui est le Murder Loss. Ce qui veut dire que même si au tour d'après de jeu, pas de Battle Round, Battle Round 1, vous gagnez 1, 2, 3, 10 points de sang, comme vous voulez, on s'en fout, vous ne pourrez pas réactiver cet effet. Parce que c'est bien écrit là-haut, once par battle round. Ok, je préfère être chiant sur ça, mais c'est très important, sinon vous allez vous retrouver à accélérer vos bonus, ce que tous les joueurs souhaitent. Cependant, c'est bien encadré par l'éditeur. Et j'ai peur que ce système-là, qui est quand même très rigide, risque de frustrer un peu les joueurs Blade of Corn. Cependant, replongeons dans les règles. Donc, Murder Loss, on vous dit que c'est une once per turn army réaction, il déclare a charge ability. Donc quand vous allez faire une charge, quelle que soit votre unité, vous allez pouvoir dire à votre adversaire, j'utilise le Murder Loss, ça vous coûte rien, ça vous permet de lancer un D6 et de remplacer la valeur d'un de vos dés de charge. Donc imaginons vous jetez 2 dés, vous faites un 1 et un 6. Vous dites ok, je vais utiliser le Murder Loss, je relance un autre dé, donc techniquement c'est un 3e dé, et vous allez remplacer le 1 par le résultat, donc on va dire un 3, ce qui vous fait que vous avez un 6 et un 3, passer d'une charge à 7 à 9. Cependant, l'unité en question subira des 3 blessures mortelles. Il n'est pas précisé que vous ne pouvez pas vous ward dessus, donc utilisez vos protections si vous en avez. Et ensuite, votre charge ability est résolue.
Voilà, donc quelque chose qui va fiabiliser vos jets de charge. Par contre, nous perdons complètement cette capacité qui était de faire la savonnette, de reculer ou d'avancer avec le Murder Lost. C'est une bonne règle pour totalement 1, 2, 3 BM qui peuvent être bloqués sous condition, donc principalement pas un gros debuff pour une bonne fiabilisation, parce que c'est un peu comme si vous chargez à 3d6 et vous conserviez les deux meilleurs. Maintenant, vous allez donc combattre avec vos adversaires, faire votre vie et générer des points de dîme de sang. Et qu'en joueur Blade of Corn, on va vouloir avoir le moins de pauses possible pour envoyer des unités satellites se sacrifier pour générer des points de dîme, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est à réfléchir. Donc, une fois que vous avez fini le tour 1 des deux joueurs, vous passez du coup au Battle Round 2, et donc là, si vous avez un point de dîme, vous allez pouvoir débloquer l'une des capacités suivantes, Divine Scorch ou Punish the Pacifist. Donc, Divine Scorn, vous voyez, ça vous coûte un point de dîme, donc il faudra dépenser votre point de dîme. Si vous n'en avez qu'un seul, vous repasserez à 0, donc faites attention aussi à la manière de générer vos points de dîme. Elle va vous permettre cette capacité, donc c'est once par turn, start of any turn, donc votre tour à vous et le tour de l'adversaire, de choisir 3 unités qui sont sorciers ou prêtes à 6 pouces d'unité Blade of Corn. Vous roulez un dé, sur chaque 3+, c'est -1 au power leveling de l'unité jusqu'au début de prochain tour. C'est très fort et à la fois très nul. Pourquoi ? Parce qu'il faut être à 6 pouces d'unité sorcier ou prêtre. Globalement, si vous la débloquez de T2, c'est pas dit que vos unités, quelles qu'elles soient à côté de ces choses-là. Après, potentiellement, ça peut être bien. Après, si votre adversaire n'a pas non plus de sorcier ou de prêtre, ou vous voyez, des sorciers niveau 3, bon, passer niveau 2, c'est pas non plus la mort. En tout cas, passer d'un sorcier niveau 1 à niveau 0, c'est très très bien parce que vous bloquez complètement l'usage de la magie. Donc une fois de plus, c'est situationnel. Et ce que je trouve par contre très très dommage, c'est que c'est sur un 3+. Donc il faut générer un point de dîme, dépenser votre point pour aller chercher la capacité Divine Scorn et faire un 3+. C'est pour moi ce qui la rend un peu moyenne cette capacité. De l'autre côté, nous avons Punish the Pacifist. Donc vous voyez, c'est un point et ça vous dit, en phase de combat, chaque unité friendly ou ennemi, donc ami ou ennemi, et les ennemis manifestations qui ne sont pas en combat sont une cible. Donc vous comprenez, vous regardez toutes les unités sur le champ de bataille, tout ce qui n'est pas engagé est une cible. Vous roulez un dé, un seul dé pour cette capacité. Sur un 1, 2, vous faites une blessure mortelle à tout le monde sur le champ de bataille. Et sur un 3+, vous faites une blessure mortelle aux adversaires seulement. Attention, c'est bien précisé, each target, donc les unités engagées ne souffriront pas de ces dégâts. Globalement, je la trouve un peu meilleure. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir facilement, sur un 1 ou 2, faire une blessure à toutes les unités non engagées, sachant que c'est à your combat phase, donc ce ne sont pas toutes les phases de combat, et sur un 3, une blessure aux adversaires, ce qui va commencer à gratter des petits points de dégâts par-ci, par-là, et forcer votre adversaire à devoir faire potentiellement des rallyes sur des unités qu'il n'avait pas envie de faire. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est une règle que je trouve un petit peu plus appropriée que l'autre. Attention, bien sûr, c'est à géométrie variable avec ce que vous affrontez. Ensuite, quand vous aurez 2 points de dîme et vous serez au tour 3, vous allez pouvoir débloquer l'une des capacités suivantes. Donc, il faut bien sûr que vous ayez débloqué l'une des deux avant, mais normalement, ça ne pose pas trop de problèmes à ce tour-ci. La question, ça sera plutôt pour le tour 4 ou tour 5. Si vous voulez aller chercher l'une des deux qui coûte 4 points de dîme, il vous faudra bien sûr bien choisir votre arborescence. Sinon, si vous prenez Reveal in Battle, vous ne pourrez pas aller chercher Slaughter Triomphant. Ok ? Donc, Murder of Mystic. Murder of Mystic, c'est 2 points de dîme. Elle vous permet à votre phase de héros de choisir 4 ennemis manifestations sur le champ de bataille, de faire un banishment roll de 2d6 pour chaque cible. Si c'est égal ou supérieur à la valeur de banish manifestation, vous infligez D3 blessures mortelles à chaque ennemi qui est à 3 pouces de la cible bannie et vous retirez du champ de bataille ces dernières. Donc pareil, c'est pas mal parce que vous allez pouvoir globalement à partir du tour 3 à votre phase de héros, donc tour 3, tour 4, tour 5, tenter de retirer du champ de bataille 4 manifestations, donc c'est quand même
le plus qu'on peut avoir de manifestations. Et à chaque fois, si vous y arrivez, faire un petit boom des 3 blessures mortelles en zone. Donc vous avez des manifestations qui peuvent, comme les Scaven, protéger entièrement à 12 leurs unités. Donc ça va leur faire ils vont perdre ce bonus et en plus des petits dégâts. Ce n'est pas trop mal. Ok. Cependant, il faut quand même réussir à battre les scores qui peuvent être plus ou moins importants selon le nombre de manifestations qu'il y a sur le champ de bataille. Ok, celle-ci est ok tiers, même si c'est quand même 2 points de dîme pour ça. Glorious in Combat. Donc Glorious in Combat vous dit que vous soustrayez 1 au jet de touche pour les armes de tir qui ciblent des unités Blade of Corn. Donc globalement, c'est assez intéressant pour à avoir si vous êtes contre des armées qui sont plutôt basées sur beaucoup de tirs. Donc une fois de plus, c'est à géométrie variable. Donc vous comprenez qu'on fait Murder Lost, le truc qui bloque le power leveling des sorciers, l'autre qui permet de dissiper donc des manifestations en jaune, en vert, donc c'est un passif, une protection au tir, et ici contre les armes de tir. Et la dernière, Lost in Battle, qui vous dit que celle-ci, Reveal in Battle, je veux dire, qui vous dit que, à l'exception des armes de compagnon, les ability weapons des unités ennemies qui ont chargé une unité Blade of Corn perdent leurs effets. Donc celle-là, je la trouve un petit peu plus intéressante, à moins que vous soyez contre une full tir. Pourquoi ? Parce que quand vos adversaires vont vous charger, vous allez tout simplement bloquer les effets de plus un dégât en charge, de crit mortel, crit to hit, toutes ces choses-là qui vont vraiment rendre très très efficace l'armée adverse. Donc moi, j'irais plutôt chercher celui-ci, sauf que celui-là vaut 3 dîmes de sang. Donc vous vous rendez compte que vous commencez à dépenser 1 point de dîme pour passer par exemple Punish Pacifiste, et ensuite 3, donc ça vous fait 4 unités qui sont décédées dans la partie, donc ça commence à faire pas mal, sachant qu'aujourd'hui on n'a pas non plus 700 unités sur le champ de bataille, hein, donc voilà. Ça commence à être dur, sachant qu'on est, comme je vous disais, au tour 3. À partir du tour 4, si vous avez réussi à suivre le chemin de fer, vous allez pouvoir aller chercher les 2 dernières. Donc les 2 dernières sont les plus puissantes. Vous avez pour 4 points Slaughter Triomphant qui nous dit que vous gagnerez une attaque caractéristique sur vos profils d'armes de mêlée pour les unités Blade of Corn qui ont chargé ce tour-ci. Donc on va réfléchir, quelles sont les unités qui ont bénéficié plus de ça ? Finalement, c'est soit des gros packs d'infanterie qui vont mathématiquement, quand vous avez 2 attaques, passer à 3, augmenter de 50% votre létalité. Les buveurs, c'est toujours intéressant, passer de 5 attaques à 6 attaques en dégâts 4, dégâts 5, bien sûr. Donc c'est un gros bonus. Cependant, c'est un bonus que quand vous chargez, qui va vous demander 4 points de dîme, sachant que vous en avez dépensé au minimum 3 avant, donc ça vous fait quand même 7 unités mortes sur le champ de bataille. Ça commence à être compliqué, donc je ne sais pas si vous arriverez à la chercher tour 4 celle-là. Si vous y arrivez, tant mieux. Et sinon, vous pourrez aller chercher l'autre qui vous dit que vous avez plus un touche sur toute l'armée Blade of Corn en permanence, pour les armes de mêlée seulement. Donc je pense qu'on ira plutôt chercher le plus un touche qui me paraît plus stable que le plus une attaque, parce que vous allez voir, vous allez quand même pouvoir gagner des plus une attaque d'autres manières. Attention, vous avez une occurrence de règle qui va vous permettre d'aller piquer directement la règle que vous souhaitez sur l'unité que vous souhaitez sous condition. Donc conservez bien toutes ces règles dans la tête. On a le délire de quand on perd la moitié de son armée, l'adversaire aussi, crit mortel sur les humains, plus un drain sur toute l'armée sauf les démons monstres, et pour les démons monstres, nous avons plus une attaque, plus un dégât. Je veux dire. Ensuite, vous avez donc toute cette succession de règles qui sont le Murder Loss que vous débloquez au tour 1, tour 2, à partir du tour 2, l'anti-magie prêtre, globalement, ou une BM sur tout le monde, à savoir que ces règles, quand vous les débloquez, elles sont permanentes. Donc à partir du tour 2, le plus une BM que vous allez faire sur tout le champ de bataille à votre phase de combat, vous allez pouvoir continuer à le faire au tour 3, tour 4, tour 5. Bien sûr, on ne perd pas les buffs qu'on a gagnés. Ensuite, nous avons la possibilité de banish des manifestations et de faire des blessures mortelles à 3 pouces autour, ou la capacité d'avoir -1 pour être touché avec les armes de tir, et ensuite l'autre capacité qui va vous permettre, qui est plus intéressante, de supprimer quand vous faites charger les bonus des armes, à part les armes compagnons. Et enfin, au dernier niveau, le plus une attaque quand vous chargez, ou le plus un touche sur toute l'arme. Donc vous avez compris, c'est un long passage qu'on a fait ensemble sur ça, mais il faut quand même être précis pour l'usage de toutes ces règles qui demandent quand même un certain encadrement.
Nous allons donc maintenant regarder le décor de faction. Donc le décor de faction, il est toujours cover, toujours impassable, 10 PV, save à 4. Il conserve sa capacité de, en phase de héros, vous prenez une unité que vous mettez dans le bâtiment, et en phase de mouvement, elle sort entièrement à 6, et quand le truc est détruit, ça tombe, blablabla, on s'en fout. Qu'est-ce que nous permet le Skull Altar? Il va vous permettre la même chose qu'avant, c'est-à-dire +1 for a shooting roll pour le prêtre qui est dedans. Donc, très bien pour fiabiliser vos prières, vous allez voir, vous en allez avoir besoin. Et vous perdez votre règle qui vous disait quand vous étiez entièrement à 18 du altar, sur un 5+, vous ignorez la magie, vous génériez des points de dîme. Maintenant, vous avez Hater of Sorcery qui vous dit que si ce terrain a un invoqueur à l'intérieur, vous pouvez choisir jusqu'à D3 Endless Spell ennemis. Donc c'est vraiment ciblé sur les Endless Spell ennemis, c'est pas fiable, c'est D3 à 18 pouces. Vous allez pouvoir tenter un Banishment Roll, et si vous y arrivez, vous retirez du champ de bataille la manifestation et vous gagnez un point de dîme. Donc une deuxième occurrence pour contrôler les Endless Spell ennemis. Après c'est toujours pareil. Est-ce qu'on a beaucoup de Endless Spell qui traînent sur les champs de bataille? Tout ça, ça dépend, il faut des sorciers. À terme, tout le monde aura des Endless Spells génériques d'armée, donc ça sera peut-être plus simple. Mais en tout cas, je pense que l'usage de votre terrain un petit peu plus avancé dans votre champ de bataille pour pouvoir donner plus d'occurrence à cette règle est intéressante. Surtout, vous allez pouvoir gagner comme ça des Blood Points. Intéressant aussi. Donc, tuer des ennemis et le décor de faction si vous arrivez à banish des Endless Spells. Après, bien sûr, votre adversaire va peut-être commencer à jouer avec et se mettre à plus de 18 pour éviter de rentrer dedans avec les Endless Spells ennemis. Alors, maintenant, nous allons regarder les Battle Formations. Donc là, je suis un peu triste parce que tout n'a pas été modifié, c'est dommage. Donc, vous conservez la Khornet Légion, qui était toujours intéressant, qui faisait en phase de combat. One Spartan Army, quand un démon Blade of Corn combat, vous pouvez choisir une unité Bloodborne, donc c'est les mortels entièrement à 12, et cette dernière fight juste derrière. Classique, si vous jouez un mix des deux, c'est très fort, on va pas revenir dessus. Ensuite, vous avez un passif, donc c'est toute l'armée qui va le bénéficier, le truc est en vert mais c'est en phase de charge, qui vous dit que vous ajoutez X à votre charge roll pour chaque unité Blade of Corn, Qu'est-ce que c'est que ce X? Ce X, c'est le nombre d'unités Blade of Corn qui est monstre ou cavalerie qui a chargé à ce tour-ci et qui est entièrement à 12 de l'unité. Ça peut paraître un peu étrange, mais en gros, partez du principe que quand vous allez faire une charge, vous regardez entièrement à 12 avant de faire votre charge si une unité Blade of Corn, allié, monstre ou cavalerie a fait une charge. Si c'est le cas, vous rajoutez +1, +2, +3, +4. Donc globalement, vous allez vouloir faire charger vos monstres en premier et votre cavalerie en premier, et une fois que c'est fait, les autres unités pour leur donner des bonus si vous restez dans ces bulles entièrement à 12. Je sais pas si c'est très très pertinent, en tout cas, ça reste une fiabilisation à la charge sur l'entièreté de l'armée. Tant que vous jouez des monstres, je pense que globalement vous aurez au moins un monstre, et des unités de cavalerie, c'est pas dit, mais pourquoi pas sous certaines conditions. La suivante, du coup, c'est un End of Your Turn, c'est pas en phase rouge, un passif, qui vous dit que les démons, unités de démons qui ont fait une fight ability ce tour-ci, peuvent bouger D6, mais vous ne pouvez pas bouger en démon, on ne peut pas engager avec, vous ne pouvez pas move in combat. Attention, c'est à la fin de votre tour seulement, donc vous comprenez que vous avez une unité de Bloodletter, de Mighty Crusher en Bloodletter, ou autre démon, qui a combattu, de Karnak par exemple, qui a combattu, vous n'êtes plus engagé, et ben vous allez pouvoir bouger de D6. Donc vous remettez sur un objectif, faire un screen, vous voyez, c'est plein d'occurrences possibles. Je trouve que stratégiquement, elle est très très intéressante. Donc un très bon outil pour pouvoir, je trouve, jouer avec vos unités de démons. Je pense que vous prendrez ce sont des unités de démons, à moins que vous fassiez un mono mortel. Et la dernière, elle n'a pas changé, elle donne plus un touche pour les unités Bloodborne quand vous ciblez un ennemi qui conteste un objectif que vous ne contrôlez pas. Très intéressant, vous allez voir, parce qu'il y a vous n'avez pas beaucoup d'occurrences de plus un touche. La seule occurrence que vous avez finalement, c'est d'être sur le rite de sang qui vous dit que vous avez plus un touche sur toute l'armée, mais ça arrive très tard, tour 4, tour 5. Concernant les traits héroïques et Artifact of Power, presque tout a été modifié. Attention, vous perdez la capacité de transformer un héros en prêtre. Donc plus de démons majeurs qui se baladera en tant que prêtre. Donc l'usage de vos prêtres va commencer à être très très tactique et stratégique, parce que vous n'en avez pas des masses. Et donc, vu la qualité des prières que vous avez, il va falloir faire les bons choix sur les buildings. Donc le premier vous donne -1 cast et -1 Chanting Rogue pour les unités ennemies quand vous êtes à 12 pouces du porteur.
Donc globalement, il va falloir que vous portiez un peu le combat avec ce héros-là dans les lignes ennemies. Moins un cast, moins un shooting roll, bah ça fait vraiment chier. Moins un cast, bon, quand vous êtes sur 2d6, c'est chiant. Mais pour les prières, moins un, quand vous avez pas mal de prières qui passent sur du 4, du 5 ou du 6, ça commence à être très très délicat. Donc un très bon trait héroïque. La suivante, c'est un passif qui se fait à votre... c'est une capacité, je veux dire, qui se fait à votre phase de mouvement, qui vous dit que vous pouvez choisir une unité infanterie ou cavalerie qui est à 3 pouces du porteur de ce trait, qui n'est pas en combat. Vous lancez un D6 et cette unité peut bouger de cette valeur. Cependant, si l'unité reste dans la portée d'engagement du héros, vous subissez globalement la valeur du jet en blessure mortelle. Vous ne pouvez pas rentrer en combat avec cette aptitude. À quoi ça sert, vous me dites? Eh ben en fait, vous allez pouvoir globalement faire avancer de D6 des unités infanterie ou cavalerie supplémentaires, parce que ce n'est pas un core move, à votre phase de mouvement. Il faudra bien sûr faire plus que 4, parce que sinon, vous prendrez une, 2 ou 3 blessures mortelles. Attention, ces blessures mortelles, vous pouvez bien sûr les ward, mais c'est très intéressant pour gagner du mouvement, notamment sur de l'infanterie qui peut être un peu plus lente. Et le troisième, c'est un passif, c'est pas en noir, ça se fait en phase violette, qui vous dit que quand le porteur de ce trait héroïque tue un héros, vous gagnez plus une attaque sur vos armes de mêlée de manière définitive, et c'est cumulable. Donc un buveur, j'imagine, est le meilleur porteur. Si vous arrivez à tuer un ou deux héros, bah, ça vous fait quand même pas mal de bonus. Après, vous avez des petits héros piétons qui peuvent éventuellement porter ça, et qui peuvent aussi exceller à ce niveau-là. Concernant les artefacts de power, vous conservez Argard the King of the Blade, qui vous dit, mais la règle est modifiée, qui vous dit que le porteur, quand il est engagé avec des héros, ces derniers ne peuvent pas faire de ward roll. Avant, il fallait cibler un héros. Maintenant, ce sont toutes les unités héros à 3 pouces du porteur qui ne peuvent pas faire de jet de ward, ce qui est beaucoup plus fort parce que, globalement, les autres unités vont pouvoir taper dessus et bénéficier de cette règle-là sans que vous l'activiez vous-même. Donc, un super artefact. Je pense qu'on ira souvent chercher ça car on commence à avoir de plus en plus de ward à 5 traîner dans les BT. Le suivant vous dit que vous pouvez dissiper comme si vous étiez un sorcier de niveau 1 et à chaque fois que vous arrivez à faire une dissipation, vous infligez des 3 blessures mortelles. Intéressant pour une armée qui peut manquer vu que vous n'avez pas de sorcier de capacité à dissiper, donc apprendre, pourquoi pas, si vous n'avez pas la volonté d'avoir un héros qui va porter le combat à votre adversaire avec Agrat. Et la dernière vous dit que c'est un passif qui se fait en phase violette, que chaque unité ennemie dans laquelle des blessures ont été affligées pendant ce tour-ci, donc votre héros frappe, une unité, deux unités, si vous séparez vos attaques, c'est vous qui voyez, et bien ces dernières sont blessées, donc en phase violette, vous jetez un D3, et sur 2+, c'est des blessures mortelles. Donc ça peut être une occurrence de blessures mortelles supplémentaires pour des héros qui peuvent avoir pas mal d'attaques. On va éviter de mettre ça sur un buveur globalement parce que vous n'avez pas trop envie de split vos attaques, parce que vous n'en avez pas des masses, et si vous mettez ça sur un buveur, bon, rajoutez 2 à 3 blessures mortelles, alors vous êtes quand même dégâts 4, dégâts 5, je suis pas sûr que ça soit le plus pertinent. Attention, ça ne marche pas avec les capacités qui font des blessures en zone, parce que c'est des dégâts alloués par vos armes, donc ça ne marchera pas avec le buveur de sang qui tape en zone. Maintenant, nous allons regarder du coup les Summon Ability pour Blade of Corn, donc rien n'a changé, tout se passe sur du 4, et tout est entièrement à 12, et à plus de 9 de vos adversaires. Alors, on va commencer avec le Bleeding Icon. Donc, Bleeding Icon, elle a été changée complètement et elle va devenir un must-have pour votre armée. Il faut absolument que vous réussissiez à la lancer. Donc, le prêtre qui va lancer la première prière de votre récital, ça va sûrement être celle-là. Donc, vous prendrez sûrement celui-là qui est dans le décor de faction pour être sur du 3+. Vous allez choisir à votre phase de héros une unité Blade of Corn entièrement à 8 et choisir une des Blue Tight. Donc ce sont les capacités avec les rides de sang là que je vous ai présenté, on a pris 20 heures à faire ça. Et vous allez lancer un D6. Si vous égalez ou faites plus grand que le coût en Blue Tight qui vous est demandé, vous allez pouvoir débloquer cette capacité jusqu'au début de votre prochain tour sur l'unité en question. Donc là, vous dites tout, là, je comprends pas tout. Donc on reprend, vous voyez ce schéma, vous avez Murder Loss, blablabla. Bla, bla, bla. Imaginons que moi, je veux que mon unité, elle ait plus une attaque quand elle charge, donc le Slaughter triomphant. Et ben, je vais choisir, du coup, unité entièrement à 8 de ma manifestation. Je vais jeter mon dé, et si je fais un 4 ou plus,
mon unité aura cette capacité seulement qui est débloquée jusqu'au début du prochain tour, donc à savoir plus une attaque quand elle charge. Si vous voulez aller chercher par exemple, je ne sais pas, le -1 pour être touché au tir, ça sera sur du 2+, c'est tout de suite plus accessible. Ou on fait perdre de la pénétration, des capacités quand on se fait charger sur un 3+, ça peut être intéressant, peut-être sur des unités qui sont frontline et qui vont vous servir d'écran. Si vous voulez aller chercher le +1 touche sur l'unité, c'est pareil, c'est sur un 4+. Donc, c'est la première occurrence de règle que vous avez, la seule qui va vous permettre d'accélérer vos rites de sang à ce niveau-là. Donc, vous comprenez l'importance du Bleeding Icon que vous allez essayer d'avoir le plus possible avec vous. Attention, il n'a pas de capacité de mouvement, donc il faudra bien le positionner pour pouvoir faire bénéficier un maximum d'unités entièrement à 8. Ensuite, vous avez la faux. Donc la faux, globalement, elle n'a pas changé énormément, à part sa capacité. Donc déjà, vous gagnez une attaque de hache, vous passez à 4 attaques, c'est bien. Cependant, elle passe en touche à 4, ce qui est tout de suite moins bien. Et donc, vous perdez cette capacité de faire des blessures mortelles par une capacité qui est beaucoup plus forte, mais pareil, à géométrie variable. Si vous avez chargé en phase de combat, vous allez pouvoir choisir une unité ennemie qui est constituée de 2 modèles ou plus. Donc, ça ne me ferait jamais faire ça sur des héros ou des unités qui comprennent qu'un seul modèle en état. Vous allez rouler 2d6 et si vous faites 8+, donc stats, c'est extrêmement difficile, vous allez pouvoir slain un modèle. Je trouve cette règle intéressante parce que si vous êtes sur des Varanguard, des Stormdrake Guard, vous voyez, des choses comme ça, 8+, tuer 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PV. Si vous jouez contre des subs, par exemple, qui jouent l'unité avec 3 géants, 3 petits, c'est très fort. Cependant, 8+, c'est très dur à rouler, c'est seulement à votre phase de combat à vous. C'est pas à votre phase de combat, c'est à toutes les phases de combat, mais il faut que vous ayez chargé. Vu que vous pouvez toujours pas donner d'ordre aux Endless Spell, ces derniers ne pourront pas avoir chargé. Donc finalement, vous allez pouvoir vous en servir maximum 5 fois par partie. Ça m'étonnerait que vous arriviez à charger 5 fois par partie avec la hache. Donc c'est plutôt pour moi un gadget. Si vous y arrivez à le faire une fois par partie, ça sera déjà très bien. Et les skulls, eux, n'ont toujours pas bougé, le même profil d'attaque. Ils doivent être entièrement à 8 l'un de l'autre. Bien sûr, vous mettez -1 cast au wizard ennemi, allié et ennemi, à 8 pouces de cette des skulls. Donc globalement, c'est un bon contrôle de la magie en état parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de bonus à la magie, donc bien positionné, ça peut faire des ravages. Le problème, c'est toujours réussir à rentrer les 2 socles au bon endroit, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous allons passer aux prières. Donc là, il y a une coquille, j'ai oublié de le changer. Vos 4 prières se font sur du 4, ok, c'est pas un 5. Voilà, c'est corrigé. Donc votre prière, c'est une prière illimitée, c'est celle que vous allez voir utiliser la plupart du temps, qui va vous demander de calculer le nombre de prêtres que vous allez avoir. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir un prêtre pour lancer la Blinding Icon, parce que c'est le seul occurrence de règle pour fiabiliser votre armée sans attendre le tour 3, le tour 4, le tour 5. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Cette prière illimitée, elle vous dit que vous allez choisir une unité Blade of Corn entièrement 12 du prêtre, et roulez votre D6 sur 4+, si vous y arrivez. Jusqu'au début de votre prochain tour, vous allez appliquer la règle Blood Drench. Donc c'est votre règle qui vous dit que quand vous avez la moitié de votre armée qui est détruite et celle de votre adversaire aussi, les mortels gagnent crit mortel, toute l'armée gagne +1 perf sauf les démons monstres, et quand vous êtes un démon monstre, vous gagnez en plus de ça, +1 dégâts. Donc cette règle-là qui est très très forte, vous allez pouvoir l'appliquer à une unité en réussissant votre prière. Et si jamais vous faites un 8+, qu'on n'ira, je pense, pas chercher, vous ignorez la règle qui vous dit que vous ne pouvez pas vous mettre de bonus à la save, donc le défense en règle. Si vous y arrivez, tant mieux, mais c'est pas le plus important. Donc, entre la Blinding Icon et cette prière, vous allez avoir des unités de mortels qui vont pouvoir être en crit mortel, des unités de démons qui vont pouvoir avoir +1 de rend, ou des Blood Sorcerer qui vont avoir +1 dégâts accessible. Si vous avez votre héros dans l'altar, c'est sur un 3+, 4+, sinon. Donc voilà, ce n'est pas automatique, mais ça va fiabiliser votre armée. Pareil avec la Blinding Icon. La deuxième, c'est on vous demande de choisir une unité Blade of Corn entièrement à 12 et jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. À chaque fois qu'un modèle de votre unité sélectionnée va mourir, vous jetez un dé. Sur 5+, c'est une BM. Si c'est 8+, c'est 2 dés par modèle. Donc une prière intéressante pour des unités qu'on va dire sacrifiables, peut-être les Blood River.
chargés à 8, vous les envoyez au 4 SPIP, le pack renforcé de 20, bah, ça commence à faire 2 dés par modèle sur 5 plus une BM, ce qui est quand même pas mal du tout. Cependant, c'est une prière qui va vous demander d'être chargé, et tous les joueurs qui font souvent des prières savent la difficulté à charger des prières. Le 1 tombe toujours au mauvais moment. Et la dernière, c'est anecdotique, à 18 pouces, vous jetez autant de dés qu'il y a de modèles, 5 plus une BM, bon, c'est de l'anti-masse. Et si vous faites 8 plus, c'est moins un bless en plus. Bon, globalement, les hordes de 20-40 modèles, souvent on touche à 5, bless à 5, donc le moins un bless ne sert à rien. Donc on aurait peut-être préféré un Cal plus une BM. En tout cas, on va se contenter de ça, c'est pas exceptionnel, donc on va principalement utiliser la prière illimitée sur 1, 2, voire 3 prêtres. Maintenant que les prières, c'est vu, on va pouvoir passer au profil. Donc on commence avec Skarbrand qui est légèrement modifié. 16 PV, save à 4, ward à 5, bouge de 8. Qu'est-ce qui change? En fait, c'est son arme Slaughter. Vous voyez qu'elle gagne la Bloody Hungry. Donc Bloody Hungry, c'est ce que je vous disais. Les armes qui ont Bloody Hungry vont pouvoir bénéficier de plus un rend quand vous avez le bonus qui s'active de la moitié de l'armée est détruite, ou alors que vous réussissez votre prière illimitée. Carnage, par contre, ne l'a pas. Ce qui veut dire que, en état, Skarbrand, c'est 4 attaques, touche à 3, blesse à 2, moins de 4, Carnage, 2 attaques, 3 à 2, moins de 8. Si vous bénéficiez de la prière illimitée qui accélère, qui vous donne le bonus de la moitié de l'armée est détruite, Carnage passera du coup dégâts 9, et la Slaughter... Non, Carnage restera dégâts 8, je veux dire, c'est la Slaughter qui... Non, c'est ça. Carnage passera dégâts 9, Slaughter passera dégâts 5, mais passera Reine moins 3. Je reprends, donc non, c'est pas du tout ça, donc c'est bien ça. Donc Slaughter, elle, bénéficiera seulement du plus 1 dégâts, donc elle passera Reine moins 2, dégâts 5. Elle peut pas avoir le plus 1 de Reine parce qu'il est monstre. Et Carnage, ne bénéficiant pas de la règle Bloody Hungry, n'aura pas de modification. Très simple. Ensuite, on vous dit que Skarbrand, quand il a pris 10 dégâts ou plus, ou qu'il n'a pas combattu au tour d'avant, vous bénéficiez de Blood Drench. Donc vous n'avez pas besoin de faire la prière pour appliquer cet effet-là, ce qui veut dire que Skarbrand aura la plupart du temps accès directement aux dégâts 5 sur Slaughter. Par contre, vous ne pourrez pas lui mettre... comment ça s'appelle? Vous ne pourrez pas lui mettre de plus un save sous cette condition. Skarbrand charge toujours à 3d6, c'est la seule occurrence de 3d6 que vous avez dans l'armée, vous avez perdu celle de l'autre démon majeur. Donc est-ce que Skarbrand a trouvé un peu plus de place aujourd'hui dans l'armée? Je ne sais pas, en tout cas, vous allez, grâce à ce mouvement de 8 et sa charge à 3d6, pouvoir l'envoyer un peu où vous voulez. Et vous conservez son Rampage qui vous dit que vous jetez 3d sur 4 plus une blessure mortelle, et si vous avez plus que 3 PV alloués à Skarbrand, c'est autant de sa valeur de points de vie alloués. Donc plus il est blessé, plus il fait de dégâts, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir prendre Skarbrand? Absolument, je ne sais pas. Cependant, ça reste une pièce qui tape quand même très fort, et qui, dans les bonnes conditions, va pouvoir briller dans l'armée. Ensuite, nous passons du coup au Bloodthirster Wrath of the Corn. Donc ce modèle-là, on ne le voyait pas trop, à part quand vous jouiez le build avec beaucoup de buveurs. Pourquoi? Parce qu'il donnait plus une attaque aux autres buveurs. Là, ça a complètement changé. Je pense que vous allez le retrouver dans beaucoup d'armées. Pourquoi? Parce que sa règle qui vous donne une plus une attaque, le once par turn, maintenant, on vous demande de choisir une unité de démons non unique. Donc tous les démons à part Skarbrand qui sont visibles. Donc vous n'avez même pas de portée, c'est sur tout le champ de bataille, lui peut rester un peu derrière. Vous ajoutez à la caractéristique des armes de mêlée. Donc on va partir du principe que vous jouez un pack de 20 Bloodletter. Et ben, dès qu'ils sont engagés, qu'ils aient chargé ou pas, si ce personnage est sur le champ de bataille, hop, plus une attaque, donc vous passez de 2 à 3 attaques. Ça va augmenter de manière drastique leur puissance. Sans compter que vous avez bien sûr la possibilité avec le Blinding Cone d'aller choisir le bon rite qui va vous donner plus une attaque si vous chargez. Donc vous commencez à être à 4 attaques tête par Bloodletter. Ça commence à être vraiment très fort. J'espère que ce personnage ne sera pas trop cher, parce que sinon vous risquez d'avoir un peu de mal à rentrer des unités sur le champ de bataille. Et vous conservez toujours votre Rampage, je prends une unité ennemie, roulez 8D, chaque 4+, c'est une blessure mortelle. Ce personnage a toujours sa capacité d'arme de fouet, et au corps à corps, 6 attaques, 3-2, moins de 4. Bien sûr, l'arme a la règle qui lui permet d'avoir passé dégâts 5 dessus, donc
pourquoi pas, ça peut être sympathique. Ensuite, vous avez le Bloodthirster Insane Rage, donc toujours pareil, sur un 6 à la touche, il fait des 3 blessures mortelles à toutes les unités à 8 pouces de lui, unité ennemie. Il conserve son Rampage sur l'infanterie, et il a toujours le même profil, 5 attaques, 3-2, moins de 5, donc il passera en 5 attaques, 3-2, moins de 6. Bien sûr, avec le bon rythme de sang, il peut passer à une 6e attaque s'il charge, et avec le héros d'à côté qu'on a vu avant, éventuellement une 7e attaque. Ça peut être un très bon porteur de l'artefact pas de ward, ou alors de l'artefact qui vous dit quand vous tuez des héros, vous gagnez des attaques supplémentaires. À voir, je ne sais pas s'il trouvera la même place qu'il avait anciennement dans l'armée en 4.1. En tout cas, ça reste une pièce combattante qui est assez puissante par rapport au BM qu'il peut faire en zone. Et là, nous avons le Fury. Donc le Fury, je pense qu'on va beaucoup moins le voir. Pourquoi ? Pas parce qu'en fait, il a perdu sa capacité de charge à 3d6. Maintenant, c'est la même que STD, c'est-à-dire vous chargez à 3d6, mais vous conservez que les 2 meilleurs. Sachant que vous avez le Murder Lord qui vous permet de faire ça sous condition de prendre des 3 blessures mortelles. Je vois pas pourquoi on irait prendre ce personnage-là. Il a toujours son rampage sur les monstres qui vont enlever moins un touche, moins un bless. Bon. C'est intéressant, mais je suis pas convaincu qu'on le voit beaucoup plus. Je pense qu'on ira plutôt chercher l'autre avec des Bloodletters, ou alors le Rage, si jamais on n'a pas de Bloodletter à aller chercher. Ensuite, Karnak. Donc, cette PV save à 5, Ward à 6. Qu'est-ce qui nous fait le Pitio ? 6 attaques 4, 3, moins 1, 2 anti-héros. Il a conservé sa règle qui vous dit que entièrement à 12, les flèches ont plus de charge et en plus perdent leur beast capacité. Donc ça, c'est très très bien parce que on aime bien les chiens de corne s'en servir comme cordon pour tenir des objectifs, choses comme ça. Sauf quand vous comptez que pour 1, n'importe quel pitou vous le reprend. Et en plus de ça, vous avez une modification de la règle QWERTY, donc la proie, qui vous dit que vous allez pouvoir choisir en phase de déploiement un héros qui sera votre proie. Et là, vous avez une règle qui est exceptionnelle, qui vous dit qu'à la enemy movement phase, vous allez pouvoir choisir... non, excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est pas enemy movement phase, c'est your movement phase. Je veux dire, vous allez pouvoir choisir cette unité et une unité de Flesh Hand qui sont en combat range pour vous téléporter à 6. Donc, vous êtes vraiment très proche de l'unité héros, donc qui est le Quarry, qui est la proie, et à plus de 9 des autres unités ennemies. Et vos Flesh Hound doivent être set-up entièrement à 12 de Karnak, et du coup, j'imagine, à 9 pouces des unités aussi. Ce qui fait qu'en fait, vous avez un héros qui est nommé, donc qui est dommage, qui ne peut pas porter d'artefact ni de trait de co, mais qui va pouvoir aller en frappe en profondeur, chercher le petit prêtre, le petit héros, mais même sans ça, globalement, vu qu'on vous demande juste d'être à 6 pouces d'unité et demie, vous allez même pouvoir faible une unité de Karnak et de chien stratégiquement en frappe en profondeur à plus de 9 des adversaires. Et vu que vous devez être entièrement à 12 de Karnak, vous pouvez même sur un bon setup téléporter lui une unité de Flesh Hand et prendre le contrôle de 2 objectifs, d'un terrain, ce que vous voulez. C'est plutôt une très très bonne règle. Je ne sais pas si cette règle va redonner de la lumière à ce héros qui est assez sympa, mais en tout cas, la mobilité est l'un des éléments les plus importants du jeu, et là, vous avez 2 unités qui peuvent globalement FEP sous condition, donc très très intéressant. Ensuite, nous avons le Skull Taker. Donc lui, c'est pareil, il a beaucoup de mal à trouver sa place avec sa save à 4 et sa ward à 5. Et là, je pense qu'il risque de revenir sur les tables. Pourquoi ? 6 attaques 2-3 moins de 2, il perd le crit mortal. Par contre, vous avez toujours cette capacité que si vous choisissez de frapper un héros et que toutes vos attaques vont sur ce héros, le héros en question a quoi vous gagnez en un strike first. Donc c'est toujours intéressant pour bypass les alternations de combat et de pouvoir taper sur votre adversaire en premier. Globalement, si c'est un héros qui a 6 PV avec 6 attaques, 2-3 moins de 2, anti-héros, donc moins 3, vous êtes censé le tuer. Si jamais, donc là le passif l'anciennement change, maintenant c'est en phase violette que les 2 capacités s'appliquent, c'est ça. La première vous dit que si ce héros a tué un héros en lui allouant des dégâts ce tour-ci, vous pouvez vous soigner des dégâts que vous avez alloués. Donc si le héros, vous lui faites 4 PV parce qu'il lui restait 4 points de vie, vous soignerez de 4. Vous ne vous soignez pas du nombre de PV maximum que le héros a, c'est combien vous lui avez fait vous à ce tour-ci en le tuant. Donc ce qui va lui augmenter sa capacité de survivabilité, le fait de survivre un peu mieux sur le champ de bataille, et vous avez une once par battle. Donc ça, c'est exceptionnel. End of the enemy turn. Donc quand votre adversaire a fini de jouer, avant vous comptiez les points
que vous avez scoré sur les objectifs et tactiques de bataille, votre adversaire vous rend la main pour pouvoir faire vos capacités à vous. Et bien là, vous allez pouvoir faire cette capacité-là qui va vous demander de choisir un ennemi héros qui a fait une fight ability ce tour-ci, retirer du champ de bataille le Skull Taker et le placer en combat range avec ce héros-là, mais il ne doit pas être engagé avec d'autres unités. Donc le setup est un petit peu particulier, cependant s'il y a un trou dans le dispositif adverse, si un héros a combattu un spell ou un décor de faction et est tout seul, vous allez pouvoir vous téléporter à côté, une seule fois par bataille bien sûr, et être engagé avec lui, ce qui veut dire qu'au tour après, si c'est à vous de jouer ou si votre adversaire ne retreat pas, faire votre capacité de strike first et tuer ce héros. Ça reste en plus une possibilité de faire une téléportation, donc c'est vraiment très très bien. Vous avez une tactique de bataille qui vous demande d'être underdog et que la moitié de votre armée fight. Pareil, si un héros fight, vous allez pouvoir clock, ainsi de suite, ainsi de suite. Vraiment, c'est une capacité que je n'attendais pas sur ce type de personnage et je trouve vraiment très très intéressante. Alors, les Flèches Hunt, j'aurais dû vous le montrer avec Karnak tout à l'heure. Ils perdent leur anti-wizard, ils sont juste compagnons, ils ont un OCD 1 et ils gagnent un nouveau passif qui est beaucoup plus intéressant que l'ancien, qui vous dit que les sorciers qui sont à, j'ai oublié de marquer la portée, c'est pas grave, qui sont à 12 pouces de ces unités, vont, à chaque fois qu'ils vont faire un jet de lancement de sort ou de récitation, si vous avez un double 1 ou 2, et 1 ou 2 pour les prières, il n'y a plus de double, c'est considéré comme un échec. Donc si vous faites un double 1 ou un double 2 sur les sorts, c'est un échec, votre sort est raté. Et les prières, c'est pareil, donc vous avez les points négatifs qui vont avec, donc le miscast pour les sorciers et le misprière pour les prêtres, ce qui va vous apporter du coup un contrôle sur la magie encore plus important que ce qu'on avait pu avoir. Donc comblé au fait que vous pouvez dégrader de 1 le power leveling des sorciers et des prêtres ennemis, que vous pouvez tout aussi, avec un artefact en trait de cocher, plus mettre -1 au lancement de prière, -1 au lancement de sort, et cette chose-là, vous commencez à avoir quand même un beau contrôle de ligne, sachant que les Flèches Hunt sont quand même des très beaux écrans, et parce que ça vous fait quand même pas mal de PV. Par contre, attention, il passe en save à 6, donc save à 6 ward à 6, c'est beaucoup plus fragile. Ensuite, le Bloodmaster. Donc pour moi, le Bloodmaster, ça va être sûrement l'un des héros que vous allez avoir au moins un dans les listes, voire deux. Pourquoi ? Parce qu'il est prêtre de niveau 1 de base. Il combat OK, 5 attaques, 3, 2, -2, 2 en crit to hit, hyper crit mortal. Et il a sa réaction quand il combat. Il fait combattre une unité de Bloodletter à 3 pouces de lui, mais il donne pas cette fois-ci -1 au jet de ward, mais plus un touche. Donc vous allez avoir des Bloodletters qui vont être en 2-3 grâce à lui, en 2, voire 3, voire 4 attaques. Donc c'est vraiment, vraiment bien. C'est un bon héros qui tabasse quand même pas mal, hein, parce que bien sûr, 5 attaques 3-3, -2-2 en crit to hit, ça peut spike. Donc je le trouve très très pertinent dans l'armée. Donc le Skullmaster Herald of Khorne, je vous le montre pas, j'ai fait une croix parce qu'il sort de l'armée, il n'existe plus. Les Bloodletters, donc comme je vous disais, 2 PV save à 5, 2 attaques 3-3 -1, crit mortal, donc ça c'est très bien, c'est pour ça qu'on va vouloir aller chercher 3 voire 4 attaques sur eux. Attention, ils perdent leur capacité de régénérer des modèles en phase violette. Maintenant, c'est devenu une phase de combat. Si cette unité est en combat, elle peut bouger de 3 pouces, elle peut traverser les combat range des ennemis, mais doit finir en combat. Ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais en fait, c'est très fort. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir charger ou vous faire charger. En phase de combat, bouger de 3 pouces, et ensuite, quand ça sera à vous d'être éligible, rebouger de 3 pouces à votre peeling. Donc c'est comme si vous aviez virtuellement un peeling de 6. Vous allez pouvoir, si c'est vous qui chargez, bouger de 3 dans le sens que vous voulez. Vous pouvez vraiment, en limite, sortir de la zone d'engagement de votre adversaire pour aller chercher une nouvelle zone d'engagement. C'est vraiment quelque chose qui est très fort. Si votre adversaire ne vous socle pas, vous allez pouvoir avec cette capacité bouger de 3 et du coup ne plus être engagé avec l'unité en question. C'est une très très bonne règle. Cependant, vous perdez la récursion de l'unité, donc elle a moins cette capacité à être une enclume, elle devient plus un marteau avec tous les buffs que nous avons pu voir juste avant. Les Blood Crushers, donc 5 PV, bouge de 5 PV, save à 4, bouge de 10 maintenant, donc ça bouge beaucoup mieux, c'est vraiment très très bien. Vous gagnez une attaque, parce que 3 attaques 3-3, -1, vous perdez le anti-infanterie, et vous êtes toujours en crit mortal, le compagnon 2-4. Et elle, par contre, elle gagne la règle anti-cab, un peu anecdotique. Si vous faites une charge à 8... Alors, je prends le temps d'expliquer ça.
Globalement, cette unité, je ne sais pas si vous allez pouvoir la jouer en fer de lance, je pense que ça va plus être une unité contrôle, ok? Parce que vous n'avez plus le héros qui peut vous mettre dégâts 2 en charge, vous êtes en reine -1, dégâts 1. Ok, vous pouvez passer en 4 attaques facilement, parce que vous êtes une unité de démon si vous avez le bon héros en question, 5 attaques avec si vous réussissez votre hit de sang. Si jamais cette unité fait une charge, donc à 8+, donc c'est pas facile à faire, non modifié. Mais vous avez vu que vous avez la capacité du Murder Loss qui va vous permettre de relancer, éventuellement de changer pour des 3 blessures mortelles, un des 6 de charge. Donc ce qui peut être fiabilisé. Vous allez pouvoir passer au travers des ennemis modèles. Donc là, ce n'est même plus des zones d'engagement, c'est les ennemis modèles. Donc les écrans, vous allez passer au travers, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce qui va vous permettre, sur votre mouvement de charge, finalement, d'être beaucoup plus à l'aise. Point négatif, vous avez des socles en gélules qui sont énormes, les socles de Varangard, là. Donc très difficile à rentrer où vous voulez, hein, on va pas se mentir. Cependant, ça reste quand même un bon outil. Et en plus de ça, les unités ennemies qui sont engagées avec cette unité quand vous faites cette capacité ne peuvent pas peel-in. Donc ça reste en plus un outil de contrôle qui est très intéressant. Donc je ne pense pas qu'on va les jouer par 6, mais peut-être qu'en 2x3, accompagné peut-être de la sous-faction qui vous dit que quand vos unités de cavalerie réussissent à charger, les autres unités ont des bonus de charge, ça peut être peut-être intéressant. À voir. Le Skull Canon, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur, il bouge bien de 8, oui. Donc ils ont fiabilisé son tir, vous êtes maintenant une attaque dégâts 2, plus dégâts de D3, c'est mieux. Reine -1, dégâts 2. Le reste n'a pas changé. Cependant, c'est toujours pareil, si vous arrivez à tuer un modèle en phase de combat, vous avez le droit de shoot, c'est pour ça que vous avez shooting combat. Et quand vous shootez une unité, vous lui enlevez 3 d'OC. Est-ce qu'on va trouver de l'intérêt à cette unité? Je ne pense pas. Maintenant, nous avons le Blood Throne. Donc, le Blood Throne a été rework complètement. Il est toujours prêtre de niveau 1. Il a perdu son anti-infanterie, il gagne son crit mortal. Ça reste une unité qui combat quand même pas mal, qui est customisable avec des artefacts parce qu'il n'est pas unique. Et il perd sa capacité à réanimer des modèles. Vous avez à la place une capacité d'une Ward à 4 contre les sorts et les manifestations. Bon, ok, tiers, c'est toujours pareil, hein, s'il n'y a pas de sort ou de manifestation qui occure des blessures, mais juste du contrôle, ça ne sert à rien. Et vous avez un One Spartan Hero Face Army, donc ça sert à rien d'en jouer plusieurs. Vous allez pouvoir choisir une unité alliée à 3 pouces d'aile, lui faire 3 dommages qui ne peuvent pas être ward, et vous allez augmenter de 1 le power leveling jusqu'à 2 de l'unité. Attention, la manière dont c'est écrit a friendly unit, il n'est pas précisé Blade of Corn, ce qui fait que si jamais vous allez chercher un régiment de renom avec un sorcier, vous allez pouvoir potentiellement passer le sorcier niveau 2, ou si c'est un prêtre, je ne sais pas s'il est faisable, peut-être avec le prêtresse de Nurgle, aller chercher un prêtre niveau 2. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais en tout cas, c'est intéressant à voir. Et donc, vous faites 3 blessures mortelles. Donc, lui, il peut... Voilà, il va pouvoir choisir un autre héros prêtre. Vous allez faire du ralliement, bien sûr, dessus, pour passer prêtre de niveau 2. Est-ce que c'est intéressant? Je ne pense pas. Vu son coût en points, j'imagine, je préfère avoir 2 petits héros prêtres que ce mec-là qui peut rendre prêtre niveau 2 quelqu'un d'autre. Un peu plus anecdotique, j'imagine qu'il va sûrement beaucoup baisser en points. Ensuite, nous avons les Claw of Karnak, donc une unité qui était anciennement une bande Warcry, qui aujourd'hui, vous avez vu, intègre les armées. Warcry disparaît complètement vu la manière dont Games fait l'architecture de ces documents. Vous pouvez la voir maintenant beaucoup plus facilement dans les starter packs. Globalement, elle conserve la même identité, c'est-à-dire 3 attaques, 4-3, crit to hit, avec la possibilité de faire un pré-move pour pouvoir tag les objectifs, voire une unité que vous allez pouvoir peut-être sacrifier tour 1 pour aller chercher des points de rite de sang plus facilement. Et si elle est entièrement à 12 unités Flèche Hound, elle critique to hit sur le 5+, sur le 6. Donc une unité très intéressante pour faire des screens, qui a une sauvegarde assez faible, et qui a un peu de mobilité, donc à voir si on va pouvoir en jouer. Attention, c'est une unité qui n'est pas possible de renforcer. Ensuite, nous avons le Rimgor Ritualist. Donc là, il gagne une attaque, il passe de 2 attaques à une, sauf que il y a des 6 et il y a des 3, donc le stat, ça revient strictement au même. Vous allez avoir toujours la même capacité en phase de mouvement une fois par bataille de maudire un élément de décor ou un terrain, et du coup les unités Bloodborne, donc les mortels entièrement à 12 de ce terrain, ont +1 sur les jets de blessure. Attention, ce n'est plus un touche, donc une deuxième occurrence de +1 bless. Non, c'est la première occurrence de +1 bless, mais vous allez voir qu'il y en a une deuxième qui arrive juste après. Donc, si vous jouez mortel, vous pouvez peut-être aller jouer ce petit personnage-là avec la sous-faction qui vous dit que les mortels, quand ils frappent sur une unité ennemie qui conteste un objectif que vous ne contrôlez pas, vous avez +1 touche. Vous allez pouvoir fiabiliser de manière pratique vos unités. Et il est lui aussi prêtre de niveau 1.
Ensuite, nous avons le Mighty Lord of Khorne, donc 5 attaques, 3-3, moins 2-2. Les chiens, là, compagnons perdent l'anti-wizard. Vous gagnez un super passif en phase de combat qui vous dit que vous ajoutez 1 au jet de blessure pour les armes de mêlée pour l'unité Bloodborne entièrement à 12. Donc c'est la deuxième occurrence de plus un bless qui je trouve est beaucoup plus fiable. Une bulle entièrement à 12 de lui, plus un bless pour les mortels, c'est exceptionnel. Attention, lui par contre, il n'est pas prêtre. Et vous avez sa capacité qui a été modifiée, qui vous dit que once par turn en phase de combat, vous pouvez prendre une autre unité Bloodborne Infanterie héros. Donc ce n'est pas lui, un autre héros Bloodborne, donc un mortel, entièrement à 12, et il aura Strike First. Cette capacité est un peu plus anecdotique, cependant, vous avez une armée de renom que je traiterai dans une autre vidéo, vous allez voir où vous jouez que des héros, il n'y a que des héros mortels vous jouez, qui sont tous en ward à 4, et donc ça peut être très intéressant d'avoir ce personnage-là pour donner des strike first. Sinon, juste sa bulle de plus un bless est quand même très très forte. Le Lord of Khorne sur Juggernaut. Donc comme je vous disais, ce personnage dégage de la range aussi, c'est bien dommage. Le Blood Secretor, donc lui, conserve exactement la même caractéristique qu'avant, donc plus une attaque pour tous les mortels sur le champ de bataille sans distinction, et vous faites du rallye avec 3 dés de plus. Est-ce qu'on a besoin de ce personnage aujourd'hui? Je ne pense pas. Vous avez vu que vous avez quand même des occurrences de plus une attaque relativement facilement, et une fois que lui a sorti son étendard, il ne sert à pas grand-chose, il n'est pas prêtre, vous ne pouvez pas le transformer en prêtre, donc un peu dommage pour ce personnage. Scar, il dégage. Le Slaughter Priest, donc lui qui était exceptionnel, avant été auto-inclus, perd un peu de sa superbe. Il peut toujours dissiper comme un sorcier, donc c'est très intéressant. Cependant, vous avez cette capacité en phase de héros, le Blood Sacrifice, qui a au nombre de choisir une unité en combat de range sur un 2+, donc D3, vous pouvez le rater. C'est le nombre de blessures mortelles que vous allez afficher à votre adversaire. Et cette fois-ci, vous gagnez un Ritual Point. C'est quoi un Ritual Point? C'est un point de prière. Donc la prochaine prière que vous allez lancer, vous avez déjà un point de banquet. Vraiment, c'est à chier. Si vous gagnez 2-3 points de rituel, pourquoi pas, ça vous permet de fiabiliser vos prières, mais là, juste un point. Alors, ok, les prières se lancent que sur du 4, donc c'est très très bien. Ça va vous fiabiliser les autres prières, et je pense qu'on le mettra toujours dans le décor de faction. Mais 2 plus des 3 blessures mortelles pour juste un point de rituel, c'est vraiment anecdotique. Donc, je pense qu'on préférera peut-être les autres prêtres qu'on a pu voir avant, qui ont peut-être plus d'intérêt. Le Skull Grinder, donc lui, il passe touche chaque 4, blesse à 2, Rennes -1, dégâts 3, toujours anti-monstre. Il a un Once par turn combat phase, pique un ennemi, unité ennemie, vous roulez un dé, et si le jet est inférieur ou égal à l'OC de la cible, strike last. Donc unité ennemie, avec un OC globalement, on va dire, monstre, donc c'est 5 moins, vous lui mettez strike last. Les unités qui ont un gros OC de 10 ou plus, ils sont strike last en permanence avec ce personnage-là. Et bien sûr, les unités qui ont 1 ou 2 d'OC, globalement, vous pouvez sur un 1 ou un 2, ça reste quand même un 5 plus, hein, mettre strike last. Donc je trouve ce personnage est très très intéressant. J'espère qu'il aura un coût proche de 80-90 points, parce qu'à part ça, il fait pas grand-chose d'autre. Et il a toujours la capacité de donner à une unité Bloodborne Hero à 8 pouces au déploiement, plus un de Rennes. Pareil, c'est un peu anecdotique. Dans la sous-faction, dans l'armée de renom où vous jouez que des héros, il trouvera sa place. Dans les unités Khorne, je suis pas sûr. L'aspirant Deathbringer lui sort complètement du livre. Pareil pour le Deathbringer Exalted. Les Bloodriver, donc les Bloodriver, 2 attaques, 4-300 dégâts. Ils conservent leurs règles quand ils chargent, plus un de Rend. Vous pouvez leur donner plus une attaque, vous avez vu avec le bon rite de sang. Je pense qu'ils sont très éligibles à la prière de Murderlord. Quand ils meurent, ils font des BM sur l'unité qui les tape. Ça reste des bons screens, ce n'est pas une unité qui est très très efficace, mais vous avez vu qu'il peut avoir un plus un bless très facilement. Et c'est une unité qui peut prendre le all-out attack aussi. Si vous êtes en 3 attaques, 3-2 en ayant chargé Rennes -1 dégâts crit mortel, ça fait quand même une unité qui déconne 0. Hein. Le Mighty Skullcrusher, donc eux sont passés en mouvement 10, ils ont 3 attaques, 3-3, -1, -1, 2 en charge, et ils font toujours des blessures mortelles quand ils chargent. Est-ce que c'est une unité qui peut être un fer de lance? Globalement, je ne pense pas. En tout cas, ils peuvent aller chercher un plus un bless assez facilement, donc
2, 3, moins 1, 2, éventuellement crit mortel, mais est-ce que vous avez assez d'attaque pour que ça soit pertinent? Je ne sais pas. Pour moi, c'est plus une unité qui va faire des écrans avec son socle en gélule, qui peut, quand il charge, donner des plus 1 charge aux autres unités dans la bonne sous-faction, et éventuellement combattre correctement, mais ça reste quand même des modèles avec une save à 2, 5 PV, donc c'est quand même très résistant. Ensuite, on passe au Skull Reaper. Donc attention, les Skull Reaper ont perdu le crit mortel. Ils passent en crit to hit, 4 attaques, 4, 3, moins 1, 2. Donc vous avez compris, vous allez facilement les mettre en 4, 2, moins 1, 2. Ils gagnent 8 dossés cette fois-ci quand ils sont engagés. Tout simplement, il n'y a plus de condition d'avoir tué un truc. Donc finalement, vous allez les mettre facilement où vous voulez pour avoir de l'OC supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces gars? C'est votre fer de lance. 4 attaques, facilement 5 attaques. Si vous allez choisir le bon rite de sang, avec la prière sur du 4+, en crit mortal, parce que ce sont des bloodbound, et donc 4, 5 attaques, 3, 2, moins 1 crit mortel, même moins 2, parce que... non, s'ils sont mortels, donc dans le crit mortel, ils n'ont pas le plus 1 de reine, c'est les démons qui l'ont. Donc voilà, donc une unité qui perd un peu de sa super parce que vous avez besoin de leur mettre une accumulation de buff pour pouvoir être très très fort. Cependant, si vous réussissez juste votre prière sur le 4, donc 3 dans l'altar, c'est accessible, il passe en crit mortel. Et en plus, vous avez le crit to hit, donc des fois on préfère avoir crit to hit que crit mortel selon l'armure de la cible. Donc c'est quand même très intéressant. Et le plus humblesque qu'avant vous deviez aller chercher avec une prière crit, maintenant vous l'avez avec un héros en bulle. Donc c'est beaucoup plus facile à aller chercher. Ensuite, les Vrasmongers. Les Vrasmongers, ça devient des unités qui sont très très fortes. Pourquoi? Si vous avez donné toujours plus une attaque au Bloodband entièrement 12, excepté eux-mêmes, cependant, il faut qu'ils aient chargé. Bon, globalement, vous y arriverez. Qu'est-ce qui les rend très forts? C'est leur nouvelle capacité qui se fait en phase violette. On va vous demander de choisir une unité à 3 pouces avec laquelle vous êtes engagé. Vous allez avec votre adversaire lancer un D6 et le gagnant du jet va faire quelque chose. Si c'est votre adversaire, ça s'arrête là. Si c'est vous, l'unité, le modèle, parce que techniquement, c'est pas une unité que vous choisissez à 3 pouces, c'est un modèle dans les 3 pouces. Ce modèle-là va pouvoir lancer toutes ses attaques sur une unité engagée avec lui, s'il n'y en a pas sur lui-même. Donc, prenons par exemple, je sais pas, un sob. Voilà, vous roulez un D6, si vous battez votre adversaire, vous allez pouvoir lancer toutes vos attaques sur une unité. Donc votre adversaire, vous prenez entre guillemets le contrôle, va blesser lui-même soit une unité alliée, soit va blesser sa propre unité s'il n'y a personne à côté. C'est en fait exceptionnel, vraiment, c'est du dégât en plus. Alors bien sûr, c'est un jet de dés, c'est toujours random et tout, mais si vous arrivez à mettre ça en place, un peu comme le sort du Shoran, c'est très très fort, c'est des dégâts supplémentaires, ça se fait en end turn, donc potentiellement, ça peut couper des tactiques de bataille. C'est vraiment très très fort. Heureusement que c'était un one par turn, sinon j'aurais 10 packs de ça, quoi. Ensuite, les Blood Warriors, ils ont été simplifiés. Il n'y a plus de petites armes, grosses armes. C'est tout le monde à la même. 3 attaques, 4, 3, moins 1, 1. Donc, cette unité, vous avez vu, peuvent prendre, vu que c'est des mortels, facilement plus un bless grâce au héros. Avec la bonne prière, crit mortel. Et bien sûr, ils sont éligibles aux autres capacités de l'armée. Et ils gagnent cependant une nouvelle règle qui est un passif vert qui vous dit que cette unité a une ward à 5 quand elle conteste un objectif contrôlé par votre adversaire. Donc vous comprenez, là je vais le mettre contrôlé par votre adversaire, mais vous chargez une unité sur un objectif, vous frappez, vous êtes en save à 3, ward à 5, vous allez sûrement avoir le crit mortel, sûrement le plus intouche si vous êtes dans la bonne sous-faction des mortels. Une unité qui aujourd'hui peut devenir en tout cas un vrai fer de lance, renforcé, ça vous fait quand même pas mal d'attaques facilement fiabilisées. Ensuite, le Bloodstock, donc lui, même profil de combat, et il conserve son truc de choisir une unité non-héros à 3 pouces en phase de mouvement, et l'unité peut run and charge si c'est un mortel. Donc on est très content de pouvoir faire run and charge vos unités de mortels. Vous avez vu les bonus, surtout vous pouvez avoir plus d'une attaque quand vous chargez, donc là vous allez charger plus facilement. Le Murder Loss vous permet de fiabiliser en plus vos dés de charge, et donc d'avoir des unités sous conditions qui sont très très létales. Et l'avant-dernier, parce que j'ai oublié le nouveau héros, profil, donc Korgorath, perd sa capacité de tir. Il est monstre, donc lui, il ira chercher un plus un dégât sur son arme compagnon, sauf qu'il est compagnon, donc ça ne marchera pas.
5 attaques, 4-2, -1-2. Il met toujours pas d'ordre sur du 3+. Anecdotique, -3 de C quand vous êtes engagé avec cette unité. On n'en voyait pas, est-ce qu'on en verra plus, à moins que ça coûte 70 points, je ne pense pas. Maintenant, on va aller chercher ce que j'ai complètement oublié, la dernière unité, qui est le nouveau héros, qui est une pépite. Pourquoi 6 PV, save à 3. 4 attaques, 3-3, -1-3, crit to hit. Il a le bon mot-clé Bloody Hungry, du coup, c'est un mortel, il peut être en crit mortel facilement. Donc vous voyez, c'est un bon combattant, même s'il n'y a pas énormément d'attaques. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous avez une réaction à chaque fois que votre adversaire va déclarer une command ability sur 5+, l'ordre est dépensé et la commande ability n'est pas exécutée. Et il n'y a pas d'autres occurrences. C'est-à-dire que c'est à chaque fois que votre adversaire va faire un 5+. Ce n'est pas once par turn army, ce n'est pas once par turn ou autre. Donc vous pouvez en jouer 2, vous pouvez en jouer 3, vous allez pouvoir spammer votre table de ce petit héros, ce qui coûte pas cher. Et à chaque fois, votre adversaire va pouvoir faire un ordre, pas d'ordre. J'espère que ça va être nerf parce que sur le papier c'est complètement con. Et en plus de ça, vous avez un once par turn army end of any turn. Vous pouvez choisir toutes les unités ennemies manifestation au combat avec lui, rouler 2d6. Si le jet excède la valeur de dissipation de la manifestation, elle est retirée. Et si vous excédez la caractéristique de point de vie, c'est un modèle slain. Donc globalement, si vous êtes engagé avec ce modèle, il va falloir mettre des attaques dessus pour essayer de le tomber, sinon ça va être une plaie. Vous roulez, comment ça s'appelle 7 sur une vanguard, bah vous tuez un modèle. 3, 4 sur d'autres modèles, pareil. Les héros, les manifs, c'est tous les modèles, each modèle ennemi, each enemy unit engagé avec lui. Donc heureusement que c'est qu'un once par turn, parce que si vous en jouez 3, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Mais voilà, donc un héros que je trouve très très intéressant, qui vient remplacer tous les anciens Deathbringer. Si vous avez les anciens, proxyez-les avec ça, hein, pas besoin de racheter lui. Mais voilà. Donc j'espère que cette lecture du livre d'armée des Blades of Corn vous aura plu. J'ai essayé d'être didactique sur tous les effets, toutes les choses que nous allons pouvoir rencontrer. L'armée va se jouer d'une manière différente. Vous êtes beaucoup moins contrôle, un peu plus létalité. Cependant, j'ai peur que le fait de devoir réussir pas mal de jets de dés, donc de succession de buffs pour pouvoir rendre pertinent l'armée, puisse poser quelques contraintes et la rendre pas agréable à jouer. Nous verrons ça dans les semaines et mois à venir. En tout cas, c'est une écriture nouvelle de la part de l'éditeur et c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite comme d'habitude à faire un tour sur la boutique partenaire Égide, Phoenix Wargame, je veux dire, avec le code Égide en majuscule pour avoir 10% de remise. N'hésitez pas aussi à suivre le Tipeee si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne. Je vous dis à ciao dans une prochaine vidéo pour, bien sûr, les régiments et armées de renom des livres d'armée. À ciao tout le monde!